Peut-être qu'il y aura une deuxième, peut-être même une troisième démonstration, on verra si on a le temps. Et ce qui sera intéressant, c'est vraiment de sentir en fait comment ça bouge pour toi, quelque part. Comment tu te sens là? Ça va. Ça va? D'accord. Tu sais que tu as un micro et que tout ce que tu dis est enregistré? Oui. D'accord. Donc pour l'instant, ça va. Tu m'évoquais un deuil là tout à l'heure. Ça date de quand ce deuil-là? Ça fait 6 mois. 6 mois, d'accord. Est-ce que c'était hier encore? Ouais, c'est la question que j'allais te poser justement. Est-ce que tu as l'impression quand même qu'il y a des choses qui ont commencé à évoluer en 6 mois? Dans le mauvais sens peut-être, oui. D'accord. Dis donc j'ai eu un enchaînement quand même de pas de chance. Ok. Donc après je suis quelqu'un de solide psychologiquement. Ouais. Mais un petit outil en plus, ça pourrait faire pas de mal. Enfin, ça pourrait faire du bien, je pense. Ouais, je pense que ça peut être une bonne chose. Ouais, Qu'est-ce qui pourrait t'aider aujourd'hui? Je pense qu'en fait, tout événement qui arrive dans la vie, c'est juste uniquement selon la manière dont on a de le prendre, qui peut lui donner une dimension différente. En fait, je pense que c'est la façon de réagir et de voir les choses qui change tout en réalité. Ouais. On peut pas voir un deuil de manière heureuse et souriante, c'est sûr, mais je pense qu'on peut le prendre quand même bien différemment. Et puis même chaque petit événement de la vie, après ça, en fait, chaque petite embûche nous semble être une montagne. D'accord. C'est ce que tu vis un peu en ce moment? Si on réduit au niveau d'embûche, je pense que ça pourrait être plus simple de passer le pied au-dessus. D'accord. Passer le pied au-dessus d'une montagne, ça fait haut. C'est une belle métaphore. T'as l'air d'être déjà très lucide en fait sur ça. La manière dont on parle là, il y a quelque chose de très posé, très réfléchi déjà. Il y a quand même quelque chose qui se fait pas du coup si je me suis assis ici. C'est ça la question que je me pose, c'est que j'ai l'impression qu'intellectuellement c'est très clair. Qu'est-ce qui à l'intérieur de toi réagit à ça? Comment? Justement, j'ai du mal à le comprendre. D'accord. Par exemple, quand tu me dis tout ça, quand tu me dis ce que tu viens de me dire, est-ce que tu as l'impression d'y croire réellement ou est-ce que tu as l'impression que tu sais que c'est vrai mais qu'en même temps c'est pas encore ce que tu ressens? Un petit peu comme fais ce que je te dis mais pas ce que je fais. C'est ce qu'il faudrait faire mais c'est pas tout. Je suis bon pour conseiller les autres mais pour moi-même c'est un peu plus le bordel. Ok. Voilà. C'est assez courant. Voilà. Mais justement, si tu pouvais te conseiller toi-même de l'extérieur, imagine, tu es là à côté, en fait on serait deux du coup à t'accompagner, il y aurait toi et moi et puis celui de toi qui est là. Tu lui dirais quoi, celui qui est là? Réfléchis un petit peu, réagis pas sur l'instant. Oui. Calme-toi avant d'agir. Et tu crois qu'il pourrait entendre ça? Il faudrait. Il faudrait, d'accord. Il faudrait trouver un moyen de lui faire entendre, en tout cas. Qu'est-ce qui fait qu'il n'entend pas là aujourd'hui? Et justement, c'est la question que je me pose. D'accord. Parce que c'est quand même incroyable de savoir qu'on réagit mal, de savoir comment faudrait réagir, mais de continuer à mal agir, en fait. Ça paraît fou, en fait. Est-ce que tu sais, par exemple, les gens, quelquefois, qui ont des phobies absurdes. Une fois, j'ai eu un patient. Ça m'a fait rire parce que je ne m'y attendais pas du tout. Il m'a dit, voilà, je viens vous voir parce que j'ai une phobie. Et quand il arrive, je lui dis, mais c'est quoi votre phobie? Et il était vraiment gêné, tu vois. Il me dit, j'ai jamais dit à personne, mais en fait, j'ai la phobie des chasses d'eau. Et sur le coup, quand il m'a dit ça, je me disais, c'est bizarre comme. Et il me dit, non, mais j'ai bien compris que c'était absurde. Donc il avait tout le raisonnement, en fait, par rapport à ça. Il me dit, non, mais c'est une chasse d'eau, quoi, c'est pas grand-chose. Il dit, j'y peux rien, je peux pas tirer la chasse d'eau. Oui, c'est clair. Et donc, dans les lieux publics, ça va encore. Tu vois la complication derrière. Après, c'était arrangé, quand même, il avait trouvé des options. Et tu vois, ce type-là, qui était un type très intelligent, enfin, voilà, il en parlait. Il savait très bien que ça n'avait aucune raison d'être. Il savait très bien, enfin, aucune raison d'être. C'est pas vrai, ça, pour le coup. Il y a toujours une raison quelque part, même si elle n'est pas compréhensible, même si elle n'est pas logique. Il y a sans doute une construction, en tout cas, autour de ça. Mais lui expliquait ça de manière très lucide. Il pouvait en parler de manière. Par contre, il disait, toute l'intelligence du monde ne me suffira pas à appuyer sur la chasse d'eau, grosso modo. Et j'ai l'impression qu'humainement, on a souvent ces contradictions-là, où on est élevé avec une certaine logique. Tous les gens. Je prends un autre exemple qu'on connaît tous, parce qu'on connaît tous des personnes, au moins une personne qui est concernée par ça. C'est les personnes qui ont des problèmes de poids notamment, et elles savent toutes très, très bien quoi manger en fait, ces personnes-là. C'est aller voir un nutritionniste ne va pas leur apporter grand-chose pour une grande partie de la population, en tout cas aujourd'hui. Il y a évidemment quelqu'un qui mange, je sais pas moi, 10 hamburgers par jour et à qui on dit en fait c'est pas vraiment une bonne idée, qui fait ah bon. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une énorme partie de la population, quelque part. La personne qui est prise dans tout ça, elle le sait, en fait. Et le pire, c'est que plus on l'informe, plus elle culpabilise. Parce que plus elle se dit, je le sais. Alors ça, c'est un truc qui est un effet contre-productif, quelque part, de l'information. C'est que quelqu'un qui est démuni avec l'information, plus on l'informe, plus même on lui dit, tu devrais faire un effort. Alors ça, c'est encore pire. Parce que la personne dit, mais je fais des efforts, en fait, c'est pas le problème.
Et souvent, quelqu'un qui est extérieur à ça ne comprend pas. C'est parce qu'en fait, la personne qui vit ça, elle n'est pas dans l'intellect, elle est dans l'émotionnel, elle est dans la réaction, elle est dans l'apprentissage. La personne qui est extérieure, elle a un regard froid sur tout ça. Elle fait, c'est simple de maigrir, arrête de manger. Et l'autre fait, ouais, non, en fait, c'est pas exactement ça. Et tous les gens qui sont pris là-dedans, en plus, ont déjà fait le test. C'est-à-dire qu'il faut un régime, ça marche. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un truc à l'intérieur qui dit, maintenant, ça va s'inscrire dans ma réalité et ça va durer. Et encore, si c'est la bonne option pour cette personne-là, en fait, on ne sait pas, quelquefois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a souvent une très grande différence entre notre partie raisonnable et puis notre partie émotionnelle. Alors, pour le coup, ta partie raisonnable, elle a déjà fait tout le travail. Après, j'ai peut-être mon propre diagnostic, mais bon, c'est... Et tu dirais quoi, alors, du coup? J'ai l'impression que le corps a une mémoire, en fait. Enfin, il mémorise des choses. Pour dire, bon, avant, moi, j'étais policier pendant un paquet d'années. Et je pense que j'ai beaucoup engrangé de choses qui m'ont vraiment dérangé, traumatisé ou plein d'autres choses. Tout est dedans. Et aujourd'hui, peut-être que d'avoir quitté ce métier, d'être ailleurs, je prends tout en pleine face. Parce qu'on le voit quand on ferme l'œil la nuit, en fait. Le souvenir d'une intervention. Pourquoi je pense à ça? Des choses comme ça, par exemple, qui... Est-ce que tu as l'impression qu'il y aurait besoin d'évacuer? Tu fais ce mouvement en plus quand on parle? Ouais, parce c'est bizarre, si on doit symboliser un endroit où les souvenirs seraient, où la gêne serait, c'est ici. D'accord, ok. C'est intéressant ça, mais en plus, tout le monde pourrait se poser la question, tiens, moi, où est-ce que je mets mes souvenirs gênants? Vous allez voir que c'est... Alors, c'est assez souvent quand même par là. C'est rare qu'une personne dise, mes traumatismes, ils sont plutôt dans le mollet. Ça peut arriver, mais parce que finalement, c'est très subjectif tout ça, mais une sorte de convention sociale. Alors, c'est parfois dans la tête, c'est parfois à ce niveau-là. Et souvent, en fait, le niveau où on va le mettre est très symbolique, quelque part. Par exemple, quelqu'un qui sent ses mauvais souvenirs plutôt dans la tête n'a pas du tout la même façon de les vivre que quelqu'un qui les met au niveau, je sais pas, des intestins, par exemple. Et on sent bien que ça va être différent, non? Pensez à un bon souvenir, on va plutôt le faire avec un bon souvenir, mais pensez à un truc que vous aimez, à une personne que vous aimez, ou à un pays que vous adorez, ou à votre plat préféré, faire un truc qui vous fait bien vibrer, à une musique que vous aimez, ce que vous voulez, un truc qui génère un peu d'émotion. Puis imaginez que c'est là, puis après imaginez que c'est là, puis après imaginez que c'est là. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas du tout la même façon de traiter l'information. Notre corps est plein de symboles quelque part. Et dès qu'on met les choses à un endroit particulier, en fait, ça signifie quelque chose pour nous. Alors, c'est pas universel non plus, hein. Tous les gens qui vont mettre un truc là ne le vivent pas exactement la même chose, mais il y a quand même des recoupements logiques dans tout ça. Donc ça signifie quand même quelque chose d'être au niveau de la poitrine, du cœur, etc. On va faire quelques expériences autour de ça. Est-ce que si tu arrivais déjà à évacuer une partie de tout ce qui a pu rester là jusqu'à maintenant, que ce soit lié à ce deuil, lié à tout ce passé aussi, est-ce que tu as l'impression que déjà ça soulagerait bien? Je pense effectivement que oui, c'est clair. D'accord. Après, j'ai eu un petit accident il y a pas longtemps, parce que j'ai eu plein de malchance en fait, en manipulant une de mes armes, parce que je suis resté tireur sportif. D'accord. Je me suis explosé le tympan. Donc j'ai un acouphène. Et lui, en fait, c'est marrant parce que dans les moments de stress, il m'explique que je suis stressé, parce qu'il augmente. D'accord. Quand je me calme, il diminue. T'as un variateur qui t'indique le stress, voilà, en fait. Comme si la vie, par un accident, m'avait donné un moyen de savoir si je suis stressé, si je me sens bien ou pas. Tu sais que ça c'est marrant parce que j'ai beaucoup travaillé une époque sur les acouphènes. En fait, j'ai eu un type un jour qui m'a dit, est-ce qu'on peut faire des trucs sur les acouphènes? Et je dis, je sais pas, explorons, j'en sais rien. Et comme je savais pas très bien quoi faire avec lui, je me disais, la première fois qu'on me posait la question, un peu à la volée comme ça, à l'époque dans mon cabinet, j'avais un petit piano. Et je lui dis, c'est quelle note votre acouphène? Il me dit, j'en sais rien. J'ai commencé à faire les notes, et puis, c'est celle-là. Je sais plus, c'était un ré, par exemple. Et je lui dis, on va essayer d'en faire un do dièse. Et le type me regardait un peu bizarrement, il était un peu en transe, hein, donc ça allait. Puis j'ai fait un do dièse, je lui dis, faites descendre un petit peu d'un demi-ton, comme ça. Et oui, j'y suis. Puis après, on a fait un do. Puis après, on a fait un do dièse, et puis un ré dièse. Et puis on jouait comme ça. Au bout de 20 minutes, il était bien en transe quand même. Au bout de 20 minutes comme ça, je lui dis, parce que tant qu'à avoir un acouphène, faites-en une mélodie. C'était drôle. Et comme il était en transe, il m'a dit oui, donc finalement... C'est l'intérêt de l'hypnose, c'est qu'on a une autre façon de comprendre les choses, quand même. Parce que je pense qu'un type normal, dans son état ordinaire de conscience, il dit rien, en fait, à cette question-là. Et donc, j'ai mis une mélodie dans la tête, en fait, au lieu d'avoir son acouphène basique. Et du coup, il était plutôt content, sur le coup. Puis il me dit quand même, mais on l'a pas enlevé. Je dis non, mais testé déjà une semaine comme ça. Et ce qui était amusant, c'est qu'une semaine après, il arrivait à faire des petites mélodies avec son acouphène. Et il me disait, c'est toujours chiant, en fait. Et je dis, oui, maintenant on va apprendre à mettre la pédale de sourdine, en fait, avec l'acouphène. Et donc je lui montre sur le piano ce que ça fait la pédale de sourdine. Enfin, je mets à nouveau en tranche, je lui montre tout ça, j'enlève la pédale, je joue, je remets la pédale de sourdine, je rejoue. Puis c'est bien. Puis je lui montre le mécanisme du petit voile qui descend devant les petits marteaux pour que ça fasse la sourdine.
Vous voyez, sur un piano, c'est super bien fait, c'est tout simple. Il regarde le mécanisme, il est en transe, je lui dis maintenant, votre cerveau pourrait peut-être apprendre à faire la même chose. Il fait, ah ouais, j'ai mis le petit truc là. Ah ouais, mais j'entends moins. J'ai enlevé la pédale de sourdine, hop, ça revient, hop, ça redescend. Je dis, bon, bah maintenant que vous savez faire ça, en fait, vous savez, le piano, il a qu'une pédale de sourdine, voire deux quelquefois, mais c'est un peu limité, alors que votre cerveau, il est capable de faire plein d'autres choses. On va augmenter le son à fond. Donc on a augmenté, on a réduit, on a fait des trucs comme ça. Et ce qui était drôle, c'est qu'à la 3e séance, ce type est venu en disant, ce matin, je l'ai enlevé. Je dis, ah bon? Il dit, ah ouais, j'étais super bien ce matin. Je me suis dit, mais en fait, puisque je peux baisser le son, je peux aussi l'enlever. Je dis, ah bah ça, c'est super. Et après, il me dit, ah, à un moment donné, je l'ai remis. Ok. Il avait une option. Le type était équipé option acouphène. C'est génial, non? Je pense à cette anecdote, elle m'avait marqué. Parce qu'après, j'ai eu d'autres gens avec des acouphènes, d'autres choses. Mais j'aime beaucoup quand les gens, tout d'un coup, s'emparent de ce qui leur arrive. C'est-à-dire que, tout d'un coup, en fait, ce qui nous arrive, c'est juste une option supplémentaire. C'est juste une possibilité avec laquelle on pourrait jouer, on pourrait s'amuser avec, on pourrait l'explorer, on pourrait la comprendre. Il me semble qu'on est très souvent aujourd'hui dans un mode de fonctionnement qui est « j'ai un truc que je veux pas, je veux l'enlever. J'ai un truc que j'aime pas, je veux l'ôter, je veux le supprimer. » Comme s'il y avait l'idée de... Ouais, je sais pas, comme on opérerait quelqu'un d'une tumeur, en fait, pour l'enlever. C'est vrai que vaut mieux dans ces cas-là, sans doute, je sais pas. Mais en tout cas, à un niveau mental, il me semble qu'il n'y a aucune compétence qui est nulle. Il n'y a que des compétences utiles si on sait jouer avec. Ce type-là avait une hallucination auditive. Et il s'en est fait de la musique. Ben, c'est quand même génial, non? Peut-être qu'avec quelques séances de plus, on n'est pas allé jusque-là, et il aurait pu se faire un orchestre symphonique intérieur. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous empêche? Dès lors qu'il y a une hallucination, en plus il n'y avait rien d'organique chez lui. Il avait fait des tests, on lui avait dit bah non, il n'y a rien. Donc il n'y a aucune limite en fait à ce que son imagination peut faire. Après, je pense que toute perception qu'on peut avoir, de toute façon, elle est modifiable, parce que ça serait à voir, mais même quand il y a une réalité organique comme celle que tu as vécue là, par exemple, c'est tout simple, hein, quand on fait une anesthésie par hypnose à quelqu'un, qu'on lui pince le bras, il a toujours un bras, mais il ne le sent pas. Donc même quand il y a une réalité, on peut jouer avec cette réalité-là. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut explorer. Alors ce qui est génial dans ce que tu me dis, peut-être que je suis un peu optimiste, hein, c'est comme tu as eu pas de chance d'un coup, peut-être que tu as épuisé ton quota de malchance, tu vois. Bon, tu as voulu tout d'un coup, mais c'est bien, quelque part. Donc je suis un peu désolé pour toi, mais ça risque de se retourner dans l'autre sens. Donc après, si c'est un peu trop super, si à un moment donné tu ne sais pas quelle dose de bonheur tu es capable de supporter, dis-toi qu'il faut prendre ton mal en patience, et peut-être qu'à un moment donné, il y en aura un peu moins, tu vois, mais franchement, c'est pas sûr. Non mais je préviens. Maintenant, rassure-toi, si à un moment donné, par exemple, dans 2-3 mois, tu m'écris un mail en disant « ça va trop bien depuis », ouais, on peut tenter des choses. On peut vraiment tenter des choses, mais je suis pas sûr que ça marche, parce que pour le coup, on a moins de recul sur ce genre de choses, mais ça peut s'arranger, en tout cas. Ça serait marrant de trouver des gens qui nous remettent des problèmes pour qu'on s'amuse à les enlever. Enfin, je sais, il y a bien des gens qui jouent au jeu des 7 erreurs, au sudoku, et des choses comme ça, hein, donc c'est une passion humaine quand même de résoudre des problèmes. T'es bien installé comme ça? Oui. Ouais. Est-ce que, juste intuitivement comme ça, pour toi, un état d'hypnose, il pourrait commencer par quelle partie du corps? Voilà, c'est au niveau de la tête que ça commence. C'est au niveau de la tête? Plutôt au niveau du crâne, plutôt au niveau, je sais pas, du visage, du menton? Plutôt au niveau du crâne. Ouais. Plutôt au niveau du crâne? Voilà, Il y a des gens qui quelquefois décrivent ça comme la sensation d'une très légère pression, comme s'il y avait un coussin autour du crâne. Il y a d'autres qui décrivent ça comme une sensation d'expansion au contraire. Pour toi, ça serait dans quel sens? Plutôt la compression. Plutôt la compression? Ça mène souvent des transes dans lesquelles on se sent comme dans un cocon, très protégé. Il y a plein de façons de vivre l'hypnose qui sont différentes selon les personnes, c'est très subjectif cet état. Et on a tous des sensibilités, des impressions, des sensations. Alors ce que je vais te proposer pour l'instant, on va se mettre debout pour bien vivre cette expérience, que tu verras que à un moment donné ça bouge un peu plus comme ça. Je vais te proposer de... Oh, tu peux rester comme ça, c'est parfait, je vais juste me mettre là comme ça, si tu tombes je te retiens, c'est pratique. Proposer de fermer les yeux et d'imaginer une chose toute simple. C'est que ça commence au niveau du crâne et que c'est comme quelque chose qui vient tout doucement isoler et resserrer. Et ça, c'est comme une porte d'entrée, c'est comme le début d'une aventure, c'est comme les tout premiers mots d'une histoire, tu sais. Souvent, ça commence par « il était une fois une histoire » et il suffit de ces quelques mots pour se rendre présent à ce qui est en train de se passer. Puis après, l'histoire, elle continue, elle nous raconte quelque chose. Et au début, cette histoire, ça va être de quelle façon ton corps vit un état hypnotique profond.
quelque chose en toi, quelque chose de plus inconscient que ce que tu connais habituellement, va commencer à réagir. Et toi, tu n'as pas besoin de savoir comment ça réagit et pourquoi ça réagit aussi bien. Parce que la plupart du temps, on n'a pas besoin de savoir comment quelque chose fonctionne pour que ça fonctionne très bien. Quelquefois même, c'est mieux de ne pas savoir comment quelque chose fonctionne pour encore mieux le vivre. C'est beaucoup plus facile de marcher en pensant à autre chose que de marcher en se demandant si on marche. Et de la même façon, rentrer sous hypnose ne demande pas forcément de comprendre qu'est-ce qui fait que cette part inconsciente de toi commence à réagir. Mais quand elle sera prête, cette part inconsciente de toi, à commencer à réagir, le corps va être attiré vers l'avant. Et ça sera une sensation assez étonnante de ressentir que naturellement, le corps est attiré vers l'avant. Et il commence à pencher, à osciller. Et tu peux sentir que de plus en plus, ce corps étant attiré vers l'avant, c'est comme s'il t'attirait vers un état d'hypnose, comme s'il y avait quelque chose vers quoi avancer. Tu sais que je suis là et que je te retiens. Mais à un moment donné, le corps va être encore plus fortement attiré vers l'avant. Vraiment avec une envie d'avancer, comme s'il s'agissait de presque plonger dans l'état d'hypnose. Comme on pourrait quelquefois avoir envie d'avancer dans une direction pour vraiment vivre une expérience. Et en même temps sentir que ce déséquilibre que tu vis là, c'est peut-être une métaphore d'un état hypnotique. Ni l'équilibre habituel, ni encore un nouvel équilibre. Juste un état où on n'est plus tout à fait soi et déjà pas tout à fait autre chose. Juste un état où on est inspiré par ce qui se passe et en même temps très libre de l'imaginer de plein de façons différentes. Il y a des personnes pour qui, quand l'état d'hypnose commence, il y a comme une sorte de confusion intérieure. On ne sait plus très bien qu'est-ce qui est extérieur, qu'est-ce qui est intérieur. On ne sait plus très bien où commence, où se termine le corps, les mains quelquefois, les doigts, les épaules, le visage. Le corps quelquefois devient quelque chose d'un peu moins précis, d'un peu moins net, comme si les contours, la forme, tout ça devenait un peu différent. Et puis souvent, il y a l'impression de décoller ensuite. Et c'est étrange cette impression de décoller. Il y a des personnes qui ont vraiment l'impression de s'envoler quand ils vont dans l'état d'hypnose. Tu sais, comme ces rêves parfois où les gens racontent qu'ils vivent être un oiseau, ou qu'ils ont l'impression simplement de prendre de la hauteur. Ça décolle. Parfois, ça se manifeste au niveau des bras. Les bras montent tout seuls. Mais de l'intérieur, on sait que c'est plus que ça encore. C'est pas seulement les bras qui montent tout seuls. C'est la sensation de s'élever. C'est la sensation de prendre de la hauteur. La sensation de monter à l'intérieur de son expérience. D'aller au-delà de la réalité habituelle. Au-delà des codes, des apprentissages, des routines, de toutes les choses que notre cerveau a emmagasinées et avec lesquelles il crée du réel en permanence. Dans cet état, on refait la différence entre ce que nos sens captent et la réalité. Nos sens ne captent qu'une toute petite fraction de la réalité. Et puis tout ça est remanié par le cerveau ensuite. On n'a souvent aucune idée de ce qu'est vraiment le réel. On ne voit qu'une fraction du prisme visuel, des couleurs. On ne sent qu'une partie des expériences. Notre odorat n'est pas si développé que ça. Notre vision est bien moins perçante que celle de certains autres animaux. Notre ouïe est loin d'être aussi fine que ceux de tous ces animaux desquels on est entouré en permanence. Nos sens sont souvent assez peu précis et notre cerveau joue avec. Parfois, on croit avoir vu quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu, on croit avoir entendu quelque chose qu'on ne nous a pas dit. On ressent quelque chose qui n'est pas en rapport avec ce que le réel nous donne. Notre cerveau joue avec nous-mêmes. Il nous fait entendre ce qu'on croit avoir entendu, ce qu'on aurait aimé avoir entendu ou ce qu'on a peur d'avoir entendu. Il nous fait ressentir des choses parce qu'il croit que c'est la bonne chose à ressentir à un moment donné. Comme s'il y avait des milliers et des milliers de petits conditionnements autour de ça. Des phrases entendues, des témoignages, des personnes qui nous ont dit c'est comme ça. Alors on s'attend à les vivre, ces choses-là, et on finit par les vivre. Mais dans cette expérience, dans cet état, on peut sortir du jeu des attentes, retrouver un état de neutralité. Comme si tu pouvais accéder à cette partie de toi qui peut se permettre de ne pas savoir, qui peut se rappeler que rien n'est stable, que tout change, que les codes qu'on connaît sont juste ceux qu'on a acceptés.
Alors il y a quelque chose en toi qui a appris à emmagasiner ces expériences. Toutes ces expériences de cette vie, des choses récentes, des choses plus anciennes. Toutes ces interventions, ces situations stressantes. Et puis bien sûr ce deuil et d'autres choses encore. Cette partie, tu l'as localisée au niveau de la poitrine tout à l'heure. Alors j'aimerais que tu rentres dans cette partie de toi. Et cette partie est peut-être bien plus vaste à l'intérieur qu'elle n'y paraît à l'extérieur. Quand on rentre dans une partie de nous-mêmes, c'est parfois un univers entier qui se dessine. Un lieu dans lequel sont stockées tellement de choses. Et je me demande ce qui fait que quelque chose en toi a appris à stocker les choses à cet endroit-là et de cette façon-là. Tu vas avoir l'impression de remonter dans ton organisation personnelle, d'aller dans les endroits où des apprentissages se sont créés. Tu as traversé tellement de choses. Et jusqu'à maintenant, ton corps les a intégrés à l'intérieur. Alors il y a une question qui va venir, une question qui va te conduire, comme si elle était un chemin, comme si elle était une occasion d'explorer. Qu'est-ce qui fait que garder ces expériences à l'intérieur de toi est l'option que tu as choisie jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que ça signifie de garder tout ça à l'intérieur? Qu'est-ce que c'était censé apporter de faire ça? D'où vient l'idée? D'où vient la création de ce fonctionnement? Ce où il peut être dans plein de moments de ta vie. Ce pourquoi il peut résonner avec plein de constructions, plein de croyances, plein d'idées. Et quelque part, tu vas remonter vers une des toutes premières choses qui a été emmagasinée à cet endroit-là. Quelque chose qui est peut-être là depuis très longtemps. Quelque chose que tu peux sentir être capable d'évacuer déjà aujourd'hui. J'aimerais que ce soit plutôt ta partie inconsciente qui choisisse la première chose à évacuer. Quand elle l'aura choisi, le corps sera à nouveau attiré vers l'avant. Et une émotion va commencer à monter, tout doucement. Et tu vas juste imaginer que tout en toi est prêt à se libérer de ça. Ça va être comme si cette émotion, elle passait à travers toi une dernière fois, comme si elle passait à travers le corps et la respiration, comme si elle passait à travers ton rythme et tes mouvements. Comme cette émotion qui a été emmagasinée et retenue depuis si longtemps, tout doucement tu peux la sentir comme s'agiter à l'intérieur, comme si elle était prête à vraiment sortir. Tu vas l'accueillir, l'observer. Et progressivement, la laisser passer. Comme si plus rien ne la retenait. Et en la laissant passer, il va y avoir comme un soulagement, comme si une très ancienne tension se dénouait. Tu sais, parfois les gens sont tendus dans leur corps et ça fait tellement longtemps qu'ils ont même oublié qu'ils étaient tendus à cet endroit-là. Il n'y a que le jour où ça se détend qui se rappelle que ça faisait des années, parfois plus, qu'ils ne s'étaient pas détendus de cette façon-là. Et au moment où ça se détend, au moment où ça se libère, demande-toi, est-ce que quelque chose avait peur de lâcher prise comme ça jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça ne s'était pas fait avant? Plusieurs peut-être. Est-ce que faire ça remet en cause certaines croyances, certaines idées? Est-ce que certaines façons d'être ou de penser se transforment quand tu fais ça?
quand cette première émotion sera passée, quand elle sera libérée, le corps va être à nouveau attiré vers l'avant. Ok, super. Alors maintenant, ça va aller vers quelque chose d'un peu plus profond et important encore. Quelque chose qui est là aussi stocké à l'intérieur et qui aurait juste besoin de se libérer. Peut-être qu'à cet endroit-là, il y a des événements, des idées, des pensées, des désirs, peut-être des milliers de choses encore. Mais ce mouvement a commencé à se créer. Quelque chose est déjà sorti, tu l'as déjà libéré. Et ça va faire la même chose pour cette deuxième expérience. Tu vas t'y connecter comme si tu pouvais une dernière fois vraiment ressentir ce que tu as gardé à l'intérieur, peut-être depuis longtemps. Mais cette fois le faire en sachant que c'est sans doute la dernière fois que tu ressens ça de cette façon. Et comme si quelque chose en toi connaissait le chemin. Tout doucement, ça va à nouveau se libérer. Et plus ça va se libérer, plus il va y avoir à nouveau cette sensation de légèreté. C'est tellement léger. Tellement agréable de pouvoir se libérer de quelque chose comme ça. Et imagine déjà tout ce que ça pourrait donner si tu libérais tout ce qui est à l'intérieur de toi, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ce que ça pourrait donner si tu pouvais lâcher tout ce que tu avais emmagasiné jusqu'à maintenant, y compris les choses les plus difficiles et les plus récentes. Mais pour ça, il y aura comme un mécanisme à mettre en place régulièrement, jusqu'à avoir la sensation que tu chemines vers ça, et qu'à chaque fois c'est plus simple, plus agréable, plus rapide. Se libérer ne veut pas dire qu'on oublie, juste que ça a une autre importance à l'intérieur. Il restera les souvenirs, le vécu. Mais c'est comme si ça avait une connexion différente. Au moment où tu peux laisser partir ça. Libérer tout ça. Alors à nouveau, il va y avoir comme un immense soulagement à l'intérieur. Et j'aimerais qu'une partie de toi commence à passer en revue toutes les choses qui vont pouvoir être libérées dans les prochains jours. Tous ces souvenirs de ton ancien travail, tous ces souvenirs, peut-être même des choses plus personnelles, tout ce que tu as gardé. Et puis à un moment donné, et ça je ne sais pas quand ça sera le bon moment pour toi, mais tu sentiras que ça sera le moment de faire ce deuil. Et que ça soit dans quelques jours, un peu plus tard ou un peu moins, plus tu vas t'approcher de ce moment-là, plus tu vas déjà te sentir bien. Plus tu auras déjà appris à passer, à dépasser. Cette part inconsciente de toi, elle va t'y préparer à ce moment-là. Est-ce qu'il y a encore des choses à comprendre avant? Est-ce qu'il y a des choses à pardonner, à lâcher? Est-ce qu'il y a des choses à créer à l'intérieur de toi pour être prêt à ça? J'ai demandé à ta part inconsciente d'imaginer par quel chemin elle peut te faire passer. Quelles sont les étapes qui vont permettre que ce deuil se passe bien? Quels sont les besoins qu'il y a encore? Quelles sont les choses qui ne sont pas encore terminées? Et tu vas imaginer que devant toi, il y a comme un cheminement, un passage. Et que tu perçois déjà intuitivement toutes les étapes par lesquelles ça va passer. Alors c'est comme un accord avec cette part inconsciente de toi. Quand elle est prête à t'amener vers ce chemin et que toi tu es prêt à le suivre. Quand il y a cette confiance entre ces deux parts qui d'habitude agissent chacun à sa façon, chacune à sa façon, à nouveau, le corps va être attiré vers l'avant. Comme une confirmation de ce qui est en train de se passer.
et du fait que tout ça va pouvoir commencer. Comme ça. Alors il se peut qu'il y ait un peu d'impatience dans les prochains jours. Ça serait normal. Mais j'aimerais faire confiance en ton inconscient pour que ça avance au bon rythme, pour toi et pour lui. Peut-être que ça ira très vite, peut-être que ça prendra un peu plus de temps. L'important, c'est que tout cet équilibre intérieur soit respecté, que les étapes se mettent en place de façon à ce qu'elles soient digestes, de façon à ce qu'elles soient bien vécues. Jusqu'au moment où tu sentiras que tu passes d'une période à l'autre, d'un moment de vie à un autre, comme si une nouvelle étape se préparait. Et que dans cette nouvelle étape de vie, il y a alors ça va amener une sensation extrêmement agréable à l'intérieur, tout ça. Quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus joyeux. Comme si c'était déjà les prémices de ce qui allait se passer après. Quand dans quelques instants, l'expérience va se terminer, cette sensation agréable va rester. Elle va rester pendant toute cette soirée, elle sera sans doute encore là demain. Et parfois, quand tu reviendras à des moments où il y a besoin d'évacuer, à chaque fois, ça se terminera par cette sensation agréable. Comme si elle venait valider et récompenser ce qui se passait. Souvent, quand les gens sortent d'état d'hypnose, il y a un état un peu euphorique. On ne sait pas très bien pourquoi, mais on a envie de rire de tout. Les choses sont bizarrement moins importantes quelquefois, plus simples. Parfois même une chose qui n'est pas très drôle nous fait rire. Comme ces personnes qui sont tellement joyeuses et bien à l'intérieur que tout est une occasion de sourire. Parfois quand on sort d'un état d'hypnose, on a aussi l'impression de ressentir son corps d'un peu plus loin pendant quelques minutes encore. Et ça c'est normal. Et puis peut-être que ce soir il y aura un sommeil très profond et très récupérateur et c'est normal aussi. Pour l'instant, ça va être le moment de te recentrer sur cette salle dans laquelle tu es. De te recentrer sur cette pièce que tu as vue avant de fermer les yeux. Sur ton corps, la manière dont les pieds sont posés sur le sol. Tes bras qui ont bougé parfois, ta respiration qui a changé à certains moments. Ton visage. Son expression. Et puis tu peux recommencer à bouger un petit peu consciemment, peut-être à déglutir, à étirer, à revenir. Et puis à relever les paupières. Bonjour. C'est cette joie-là dont je parlais tout à l'heure. Comment ça va? Tiens, assieds-toi un petit instant. Comment tu te sens là? Bien. Ouais. Est-ce que tu peux mettre quelques mots sur ce que tu as traversé? Il n'y a pas d'image, hein. Il n'y a que les paupières avec la lumière qu'on voit un petit... Enfin, on imagine bouger derrière, parce qu'en fait, elle ne bouge pas. Et puis, on a l'impression, effectivement, d'être transporté quelque part, mais on ne sait pas trop. Oui. C'est pas habituel. Mmh. C'est comme glisser à l'intérieur de soi, en fait. Mmh. Voilà. Ok. Mais sans savoir, enfin, il y a des moments où je suis conscient de tout, je vois où tu veux me mener en fait. Mmh. Mais les idées elles viennent toutes seules, effectivement, les événements par exemple se choisissaient tout seuls. Mmh, ça c'est important, oui. C'est pas moi qui allais le sélectionner et c'est marrant parce que c'est ceux que j'aurais choisis qui sont venus aussi. Oui. Mais je l'ai pas choisi. Ok. C'est le paradoxe. Intéressant. C'est que peut-être mon inconscient qui m'a amené une idée, je dis elle est pas mal celle-là, c'est celle que j'aurais choisie. D'accord. Du coup on y va, c'est parti quoi. Mmh. Oui, c'est intéressant de faire confiance en cette partie de nous qui nous connaît mieux que nous-mêmes quelque part, pour qu'elle aille là où il y a besoin d'aller.
Bah, j'espère que ça va te faire du bien en tout cas tout ça. Et écris-moi dans quelques jours pour me dire un peu ce que tu traverses, ce que tu vis. J'aime bien avoir des retours des personnes sur Facebook, tu m'envoies un petit message par exemple. Et sois attentif dans les prochains jours à ce que tu sens. Et il va se passer normalement quelque chose, mais tu me diras. C'est que tu auras l'impression sans doute chaque jour de déposer quelque chose, de relâcher quelque chose. Comme s'il y avait, tu sais, un endroit bien encombré à l'intérieur et puis que chaque jour on désencombrait un peu. Et il y a un moment où... Je crois que je fasse pareil avec mon garage d'ailleurs. Ça marche. Peut-être que les deux vont se faire en même temps, on ne sait pas. C'est clair. Bah, écoute, bon rangement. Alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael.